Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans ce numéro, dans ce plateau des leaders. Nous parlons de leadership. Comment est-ce que la société doit être organisée et conduite pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, nous serons encore avec les pasteurs Hubert Mimi, l'ingénieur, notre manager au studio Sangomala. Bonjour, Papa Hubert Mimi. Bonjour, Pasteur Gaudi. Oui, nous sommes dans la joie de nous retrouver aujourd'hui. Je crois que c'est notre premier rendez-vous pour cette année 2025, où il est question pour nous, Sangomalamu, de juste quand les fondements sont ébranlés. Le juste que ferait-il? Donc, on a besoin des leaders qui savent transformer les autres. Effectivement. Quand les fondements sont renversés, les justes ont beaucoup à faire. Et parmi ce qu'ils doivent faire, c'est ce que tu veux faire dans le leadership. C'est très important parce que nous sommes dans une société où il y a des antivaleurs. C'est comme si des gens sont accrochés à certains réflexes, à certaines habitudes qui en quelque sorte entravent l'épanouissement et le développement. Et dans ces contextes-là, vous êtes leader. Pour les transformer, il faut beaucoup de capacités, il faut beaucoup d'inspiration. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler avec vous de leader transformationnel. Mais avant tout, j'aimerais quand même que vous puissiez dire quelque chose sur le leader de façon brève. Un petit rappel parce que beaucoup ne se savent pas leader. Ils croient qu'ils peuvent toujours être à la traîne des autres alors que on peut être leader si on en a conscience. Oui, on est leader dans les domaines. Il y a plusieurs leaders. Il y a plusieurs domaines dans lesquels chacun peut se retrouver leader. Et on est complémentaires dans le leadership. Puisque quand nous prenons la définition des leaders comme étant l'action de diriger, to lead, guider, tu peux aussi trouver une sentinelle qui est leader. Dans un domaine, surtout dans les domaines des syndicalistes, vous verrez que ceux qui mènent souvent ne sont pas nécessairement des grands diplômés. Il a seulement la capacité de mobiliser les gens autour d'un idéal. Voilà, il est leader. Mais dans ce qui nous concerne, je pense que nous parlons plus de celui qui a la capacité de contraindre des gens à faire ce qui est juste. Pour nous, les leaders, c'est celui qui a la capacité de contraindre des gens à faire ce qui est juste en vue d'un résultat et les met ensemble autour d'un idéal. Et ce qui est juste, nous savons que la justice élève une nation. Pour que la nation soit élevée, il faut qu'il y ait des justes qui puissent aussi contraindre leurs collaborateurs et tous ceux qui sont dans leur leadership à agir d'une manière juste. Et le problème, je comprends donc par cette définition de leadership, le problème c'est pas d'être leader seulement, mais le problème c'est d'arriver à un but, à un objectif, en ayant influencé les autres pour avancer vers l'organisation, n'est-ce pas, et la réalisation plutôt de l'objectif. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire dans ça, puisque c'est une définition qui n'est pas réductrice. Il ne faut pas prendre ça dans un cadre d'une vision idéaliste. Mais là, c'est que je veux dire, le leader qui a la capacité de contraindre, c'est-à-dire c'est un leader discipliné. Quand je parle de la discipline, c'est quelque chose qui nous fait souvent défaut, puisque la discipline appelle une bonne organisation. C'est ça, la bonne organisation qui doit amener au résultat, qui doit cette discipline qui fait recours aussi aux habitudes, et les bonnes habitudes, une façon d'agir de telle manière que les gens fassent ce qu'ils doivent faire. Parce que la discipline, c'est la capacité aussi de faire régulièrement ce qui est juste et ce qu'on doit faire. C'est le problème de régularité maintenant. Si tu as l'habitude, si tu as la coutume, de faire ce qui est juste et régulièrement, Dieu va te visiter à un moment, on aura les résultats. Donc, l'effet de faire régulièrement ce qu'on doit faire, c'est ça ce qu'on appelle la discipline. Or, d'une manière générale, nous sommes désordonnés, nous sommes indisciplinés. Malheureusement, c'est le cas lorsque nous voyons nos sociétés, nous sommes vraiment, en quelque sorte, dans les routines, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de développement. C'est comme si nous sommes dans un méandre où
on a des objectifs qui ne sont pas atteints, on reste toujours, n'est-ce pas, à un certain niveau, disons, de bassesse, on n'évolue pas du tout. Mais je crois donc que par rapport à cette définition que vous venez de faire de leadership, on peut penser qu'il n'y a pas de bons leaders dans notre société, dans nos milieux aujourd'hui, parce que rien ne marche, apparemment. Il y a des bons leaders. Mais il faut seulement augmenter le nombre de justes parmi ces leaders-là. Ah, oui. Vous pouvez vous rappeler, j'ai déjà parlé du fait que nous avons besoin de leaders compétents, les leaders intègres, les leaders d'influence, et nous avons besoin de leaders efficaces. Les leaders, ils existent. Le tout dépend de quel esprit, avec quel esprit il influence. Une vedette de musique est un leader d'influence. Il mobilise les gens. Mais la différence, il le fait avec quel esprit? Il le fait avec quelle motivation? C'est ça qui fait la différence. Si c'est une motivation égoïste, égocentrique, une motivation tournée vers lui-même, là, ça pose problème aussi dans le développement. Mais ici, ce que nous voulons dire, un leader qui a une vision claire de faire épanouir les autres, un leader serviteur qui fait la volonté de Dieu, c'est un leader qui doit être en réalité un leader transformationnel. Voilà, c'est ça notre thème de ce jour, le leader transformationnel, parce que nous sommes dans une société où nous constatons malheureusement que les gens sont accrochés à certaines valeurs négatives, n'est-ce pas? Enfin, c'est pas un réflexe, le comportement, des attitudes qui malheureusement vont à l'encontre de l'épanouissement. On a besoin vraiment d'un leadership qui s'est transformé. Voilà pourquoi, d'entrée, j'aimerais que vous puissiez nous donner un peu une définition claire de ce que nous pouvons comprendre sur le leadership transformationnel. Bon, le leadership transformationnel, c'est un mode, disons, un modèle de leadership qui met l'accent sur la stimulation du changement. Comme vous avez parlé du changement, on parle de la transformation. Hein? Il faut changer l'homme, il faut transformer l'homme. Donc, ça met l'accent d'abord sur la stimulation du changement. Tout le monde comprend que nous devons changer. Changement de mentalité, changement de nos habitudes. Souvent, l'homme a peur du changement. Hein? L'homme a peur du changement. Si on veut changer, c'est bouleverser ses habitudes. Donc, on met l'accent sur la stimulation du changement et on met aussi maintenant l'accent sur la motivation. La motivation des membres de l'équipe, aussi par la motivation de ceux qui entourent les leaders. Ils doivent comprendre, ils doivent être motivés, ils doivent savoir aussi où ils vont. Il faut les motiver, les stimuler par les changements et il faut les motiver aussi. Et à côté de la motivation, il faut quand même la création d'une vision partagée, hein, pour atteindre l'objectif, il faut que cette vision soit partagée. Voilà. Donc nous parlons de deux choses. D'abord, il faut les stimuler. Les stimuler, oui. Sur l'aspect changement. Les motiver et puis les motiver maintenant à adhérer à cette dynamique de changement. Et ensuite, il faut amener un aspect d'une vision partagée avec eux. Il faut qu'ils comprennent. Puisque s'ils ne comprennent pas, quelque part, ils ne vont pas adhérer. C'est très important. Donc, si je comprends bien, quand on parle de leadership transformationnel, c'est ces leaders qui ont la capacité, n'est-ce pas, de collaboration avec les membres à qui ils donnent une certaine impulsion pour le travail et aussi ils développent leurs capacités afin qu'ils participent à la réalisation du but, de l'objectif. Oui, oui. Le but de l'organisation. Oui. L'intérêt de l'organisation. Hein? L'intérêt supérieur, comme on dit souvent, l'intérêt supérieur de la nation doit être dans la tête des gens. Ils doivent savoir. Hein? Par exemple, pour nous, nous parlons du debout congolais. Il y a l'objectif aussi qui est dans cet hymne national. C'est de léguer, hein, à notre postérité,
Un Congo meilleur. Meilleur, comme on dit, grand, prospère. Voilà. Donc vous mettez dans la tête des gens cette notion de grandeur, cette notion de prospérité, cette notion de puissance. Hein? Et les gens voient. Donc c'est une vision en fait. C'est une vision. Hein? Nous rêvons un pays grand, nous rêvons un pays puissant, nous rêvons un grand pays pour ceux qui nous suivent. Alors nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire pour les mobiliser les générations futures à atteindre cet objectif? On peut dire que nous voulons quand nous aurons un siècle d'indépendance en 2060, que cette vision soit atteinte. Alors nous disons qu'aujourd'hui, les enfants qui naissent aujourd'hui en 2060 auront peut-être 30 ans. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Plus de 30 ans, à 2050, ces enfants auront 25 ans. En 2060, 35 ans. 35 ans donc, alors ces enfants-là doivent être éduqués avec une nouvelle vision, la vision de grandeur, la vision de puissance, la vision de prospérité. Hein? Alors c'est nous maintenant, leurs parents, ce n'est pas leurs grands-parents, qui devons travailler cette vision de changement et de transformation de notre nation à l'horizon 2060. Nous ne serons pas là nécessairement. Mais du moins, ces rêves-là, nous les mettons dans la tête de nos enfants. Absolument. Hein? Nous devons savoir combien de garçons naissent aujourd'hui, combien de filles naissent aujourd'hui, quel serait leur niveau d'études. Nous rêvons déjà qu'en 2050, ils seront universitaires de quelle qualité, puisque les choses bougent avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça que beaucoup de pays s'engagent dans les recherches et dans les réflexions. Parce que si nous ne réfléchissons pas dans la vision du futur, dans la vision transformationnelle, si nous n'engageons pas les jeunes dans ces rêves de grandeur et tout, quelque part, il y aura d'autres jeunes, d'autres pays qui viendront. Absolument. Leadership transformationnel, c'est des capacités qu'on a en quelque sorte à faire progresser les membres, n'est-ce pas, de la société d'organisation et aussi développer leurs capacités. Mais là, vous avez insisté, vous avez parlé de cet aspect qui me pousse justement à vous poser des questions d'approfondissement. Vous avez parlé de la stimulation, les stimuler, enfin, ce leader qui doit stimuler les membres, qui doit aussi partager. Il doit stimuler quoi? Il va partager quoi? Parce que d'autant plus que si nous sommes déjà dans le cadre d'une organisation, nous sommes conscients de nos responsabilités. Non, il s'agit de créer des leaders à tout niveau, d'encourager les leaders qui encouragent. Hein? Quand je parle de stimuler, donc ils motivent aussi. Ils encouragent, ils motivent les gens et ils les poussent. Voilà, on stimule, les pousser, oui. Les convaincre, n'est-ce pas? Oui, il faut les convaincre. Les convaincre à s'adhérer à la vision et de convaincre de vraiment, à quelque sorte, adopter l'esprit, tout à l'heure on en a parlé, sacrificiel. Une génération. Donc c'est nous qui devons agir d'une manière sacrificielle pour le bonheur des générations futures. C'est nous qui devons payer les prix aujourd'hui si nous voulons que d'ici 25 ans, d'ici 35 ans, quand nous aurons 60 ans d'indépendance, qu'il y ait un pays prospère. Avec nous ou sans nous. Mais ça doit être un objectif. Alors nous devons les mobiliser les jeunes, nous devons les stimuler, et dans la vision de changement, puisqu'avec la mentalité d'aujourd'hui, on n'atteindra pas cet objectif. Absolument, absolument. Avec la mentalité de prédation, on n'atteindra pas cet objectif. Avec la mentalité égocentrique, nous n'atteindrons pas cet objectif. D'où l'aspect sacrificiel. Hein? Dieu m'a fait grâce d'observer un peu le développement de la Chine. Je pense à 2015, nous étions invités par les ministres de l'économie chinois
nous sommes partis dans le cadre des zones économiques spéciales, avec l'aide de la Banque mondiale. Nous avons passé du temps à observer la philosophie et les techniques utilisées par la Chine pour atteindre cet objectif. Ils ont commencé aux années 72, les rêves là. C'était planifié aux années 72. À l'époque, je peux te dire, les professeurs d'université avaient $100 par mois. Ici à Kinshasa? Non, en Chine. En Chine. Une génération a accepté de vivre du social et de toucher très peu d'argent. Avec leur système qui était d'avoir un seul enfant. La réalité, c'était bien étudié. Aujourd'hui, la Chine ne parle plus d'un seul enfant. Hein? Cette génération-là qui avait fait le sacrifice, un seul enfant, $100 par mois, suivant des cantines du social. C'était fait exprès. Vous connaissez la conséquence aux années 72. Le fait que la main-d'œuvre coûtait moins cher en Chine, l'Europe était obligée de délocaliser sa technologie vers la Chine pour produire moins cher. Parce qu'il y avait un problème de la vie chère en Europe en matière de main-d'œuvre. Et quand l'Europe devrait délocaliser sa technologie pour la production au niveau de la Chine, la Chine a fait aussi une ouverture intelligente. Une ouverture intelligente. Ils ont créé ce que nous appelons des zones économiques. Donc ce sont des périmètres délimités au sein desquels on donne des conditions préférentielles pour permettre l'attractivité des investisseurs. Et dans ces périmètres délimités, on leur donne la facilité, on dit voilà, la douane sera facile, le fisc sera autant. Hein. On donne vraiment des conditions préférentielles. Et on leur dit aussi, ce que vous produisez ici, à cette qualité-là, à ces coûts-là, notre population ne saura pas acheter. Par exemple, les téléphones. Dit que vous allez vendre ça chez vous. Ils produisent pour aller vendre où? En Europe, ailleurs, aux États-Unis. Oui. En fait, ils ont géré leur marché à ce prix-là. Mais par contre, ils leur demandent, nous pouvons aussi produire à basse qualité et moins cher pour notre population. Wow. Voilà. D'où l'histoire, quand tu vas en Chine, on te dit première qualité, deuxième qualité, troisième qualité. Et en faisant cette histoire de qualité, en réalité, ils étaient en train d'apprendre, partant de la création faible qualité, mais ils ont augmenté leur capacité de connaissance, et la technologie, ils ont pratiquement... Et en parallèle, ils ont envoyé leurs enfants intelligents avec leurs bourses aux universités occidentales, aux États-Unis, en France, partout, hein, pour faire l'espionnage et apprendre cette technologie. Aujourd'hui, on n'est plus aux années 72 pour parler des délocalisations. Oui, ils sont devenus une grande puissance, absolument, économique, c'est la Chine aussi qui peut vendre sa technologie. Voilà la réflexion, comment faire d'une manière intelligente et placer une vision, une perspective même de 50 ans. On dit que nous voulons atteindre tel objectif en telle année. Aujourd'hui, voici les sacrifices que nous devons consentir pour atteindre cet objectif. De ce qui fait défaut chez nous, nous n'avons pas des gens sacrificiels, nous avons seulement des égocentriques de notre génération. Oui, des gens qui veulent... qui étouffent en réalité l'avenir des nouvelles. Des gens qui veulent absolument aujourd'hui, ils ne pensent pas à l'avenir, comme les disent les Quinois, Bukalelo, Lambalelo, donc aussitôt s'aimer, aussitôt moissonner pour à satisfaire à ces appétits gloutons, bien entendu. Tant que nous continuerons avec cette mentalité, le développement collectif sera difficile, puisque nous ne plaçons pas l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Si le collectif va bien,
toi et moi, nous sommes dans les collectifs, nous irons dans bien. le système, tout le monde va aller Si moi et toi, nous allons bien, que les collectifs vont mal, nous allons tous être tirés vers les bas. Parce que les collectifs vont nous tirer vers les bas. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Cet exemple de Chine que vous venez de mentionner nous fait comprendre que le leadership transformationnel dans cette contrée-là, dans ces pays-là, est vraiment démisé, vraiment mis en pratique. Alors, parce que nous sommes en train de parler de leadership transformationnel, nous voulons un peu que vous puissiez nous éclairer un peu sur ce style de leadership. En quoi est-il caractérisé pour qu'ils se mettent en œuvre, à l'œuvre? Bon, c'est un modèle de leadership qui s'articule sur 4 points essentiels. Absolument. Comme je l'ai dit, le premier point, c'est la motivation. Motivation. Il faut motiver les gens. La motivation ici, ce n'est pas dans le sens où donner un peu d'argent. Vous connaissez l'essence de comment nous avons déformé le mot motivation. Malheureusement, ici chez nous, motivation, ça veut dire que au-delà du discours, il faut vraiment il faut donner quelque chose pour faire pousser les dossiers. Non, ce n'est pas ça la motivation. La motivation, c'est stimuler la conscience, c'est motiver la conscience, faire adhérer la personne à la chose. Et quand la personne adhère, il fait de cette histoire son histoire. Et il comprend que c'est pour son bien, c'est pour son bonheur. Il avance. La motivation. Donc, le premier principe d'un leadership transformationnel, c'est la motivation. Donc, la personne se sent concernée par la chose. La deuxième des choses, c'est l'influence idéalisée. Influence idéalisée. C'est-à-dire, la personne adhère à ce qui est idéal et accepte cette influence et il va avec. Et il accepte aussi d'influencer les autres. Il adhère à cette vision, il est motivé et il va aussi motiver les autres. Il mobilise les autres. Donc il adhère à cela et puis il a fait son idéal pour partager avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Dans ce contexte-là, voilà. Il y a cet enchaînement, cette chaîne de gens qui ont la même vision, qui ont le même idéal. Oui. Et troisième chose, c'est il peut parler de la considération individualisée. Donc, non seulement il est motivé, il se sent considéré en ça. Il se sent valorisé en ça. Et qu'en adhérant à ça, en faisant ça, il est fier de ça. Il est fier du sacrifice. Il est fier de l'acte qu'il a en train de poser. Il est fier puisqu'il sait que ses enfants vivront mieux. Il travaille pour un résultat futur, il ne travaille pas pour aujourd'hui. Puisqu'un jour on parlera de lui comme père, comme on dit le père de la nation, le père de l'indépendance. Le père de l'indépendance. Dit qu'un jour on va parler de moi comme quelqu'un qui a lutté pour l'indépendance économique du pays. Nous avons travaillé pour sortir notre pays du sous-développement. Alors il veut faire partie de cette génération-là. Donc individuellement, il est fier. Donc ça veut dire que vous voulez en quelque sorte marteler sur la notion, disons, de la transcendance de ses propres intérêts, n'est-ce pas? De manière que vous adhérez à une cause, même si immédiatement vous ne gagnez rien, vous y adhérez parce que vous voyez l'épanouissement collectif. Oui. Mais ça, c'est une notion qui ne passe pas pour les Congolais aujourd'hui, malheureusement. Que tout ça là, que nous travaillons, j'ai rien, et puis... Mais c'est ce qui s'est passé avant. Nos enseignants de l'époque, de l'époque visaient quoi? Non, l'avenir des enfants, l'excellence. Les enseignants, ceux qui nous ont enseigné, qui nous ont appris les mathématiques, les français, physique, à l'école primaire, ils visaient quoi? On les a mis à l'aise pour communiquer la connaissance du futur aux enfants. Évidemment, ils étaient mis à l'aise. Ah oui. Ils étaient motivés. L'éducation, c'est quelque chose de très important. Quand je dis il faut éduquer l'enfant qui naît aujourd'hui, si nous voulons avoir
les résultats en 2050 et en 2060. Il faut un nouveau style, un nouveau mode de communication transgénérationnelle, de communication transformationnelle, si nous voulons que tous les enfants puissent s'approprier de cet idéal. Hein? Bibliquement parlant, nous avons des gens comme ça. Par le cas de... Les gens qui ont vécu le leadership transformationnel, qui ont payé les prix. Oui. Quand tu prends les cas de David. Moi, je pense beaucoup plus à Moïse. Oui. Moïse aussi, c'est un cas. Hein, c'est un cas. Il a vécu au palais. Il est dans un contexte où la mentalité d'esclave règne dans le chef des gens. Il faut les transformer pour qu'ils puissent comprendre que nous devons être autonomes et partis, parce qu'à un certain moment, tout le monde réclamait des rentrées pour les concombres. Avant même là, il a payé les sacrifices pour quitter le palais et venir défendre son peuple. Ça, au moins. Tu vois l'aspect sacrificiel. Oui, l'aspect sacrificiel. Hein? Il a payé les prix. Et il a risqué même sa vie en payant ses prix. Évidemment, parce que quand Pharaon va découvrir cela, il était contraint à l'exil. Hein? Mais quand il a défendu un Égyptien, un Israélien contre un Égyptien, il était condamné à mort. Déjà là, ça lui a valu l'exil. Absolument. Hein? C'est ça déjà le sacrifice. Il était prince. Il a renoncé au fait qu'il soit prince pour se retrouver berger. Hein? C'est très important. Ça, c'est l'aspect sacrificiel. Hein? Et cette notion de leadership transformationnel, ce n'est pas nouveau. C'est pas moi qui l'invente, non. Allez même dans Google, vous allez trouver qui a initié ça, qui a commencé pratiquement aux années 80. Hein? C'est aux années 80 avec, je pense, James McGergo. C'est lui qui a le premier il a fait introduire dans son ouvrage Leadership, publié en 1978. Il a publié un livre sur le leadership transformationnel. Et pour lui, il voit cette façon d'agir comme un voyage. Comme un voyage. Déjà aux années 80, moi je te parle des années 72 pour les Chinois. Oui. Pour les Chinois. 80, donc 8 ans après. Presque les mêmes périodes. Même période, oui. Même destinée pratiquement. Et la Chine, avant aux années 60, tout ce qui était chinois, on disait quoi? Hein? Tout ce qui était chinois, nous, quand on était même à l'université, les Occidentaux nous ont mis en tête que tout ce qui était chinois était fragile. Oui. Pour symboliser ce qui ne va pas, on disait c'est du chinois. Alors qu'aujourd'hui, un même recours à la Chine. Oui. Donc c'est possible de se développer. Nous pouvons aussi planifier à l'horizon 30 ans, 50 ans. Hein? Ce qui nous manque justement, c'est la réflexion. Ce qui nous manque, c'est la discipline. Ce qui nous manque, c'est l'organisation. On n'est pas discipliné, on n'est pas organisé. Et en plus, on n'aime pas faire le sacrifice pour les générations futures. Les Congolais n'aiment pas le sacrifice. Donc ça veut dire que n'ayant pas cet aspect-là de sacrifice, nous avons du mal à pouvoir nous sortir de ce bourbier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Oui. Sans sacrifice, c'est difficile. C'est compliqué. Pour nous transformer, même nous tous, pour nous donner une vie nouvelle, le Seigneur Jésus a fait quoi? Il s'est sacrifié. Il est passé par une étape de sacrifice suprême. Il s'est donné lui-même. Il est mort sur la croix, hein, pour nous donner la vie. Hein?
Alors, quand nous voyons les leaders s'entre-déchirer pour les intérêts personnels, là, quelle idée ça vous donne, vous, en tant que leader? Mais parfois, pour l'intérêt national, les gens ne sont pas prêts à lâcher prise, ils veulent s'accrocher, se camponner, ne pas s'accrocher à leurs intérêts. Quelle notion, quel conseil pouvons-nous donner à toute la population, surtout à tous les leaders? Parce qu'à un moment où le pays est en train d'être menacé comme ça, on a besoin quand même que tous les leaders puissent voir la même chose, en dépit de leur couleur politique à ce moment. Bon, là, tu touches un problème très important de l'amour du pays. Le patriotisme. Le patriotisme. Un problème d'intérêt général encore, d'intérêt de la nation qui doit passer au-dessus de nos intérêts en tant qu'individus. Et dans tous les domaines, même dans les domaines spirituels. Dans nos églises, ce que nous disons ici, ce n'est pas exclu. Hein? Vous voyez, la vision est claire. Le Seigneur Jésus a donné une vision claire. Le leadership de service. Leader comme serviteur. Et lui-même, leader transformationnel. Il veut transformer l'homme. Hein? Il veut régénérer l'homme. Il nous amène une notion, si pas un leadership, pour mettre en place un homme nouveau. Hein? Mettre les hommes nouveaux en place. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce leadership? Nous prenons maintenant le Seigneur Jésus comme moyen pour atteindre nos propres buts. Absolument. Mais quand vous prenez Jésus comme moyen pour atteindre votre propre but, à ce moment-là, vous écartez de la vision du Seigneur Jésus, de créer les hommes nouveaux et de bâtir un environnement nouveau aussi. Ce qui fait que notre leadership spirituel n'affecte pas l'environnement. Nous devons affecter aussi tout, puisque Dieu nous a créés à son image en tant que leader. En tant que leader, ça c'est Genèse 1,26, nous sommes là pour gérer. Nous devons gérer comme Dieu le Créateur nous a créés à son image et il nous a donné un mandat. Nous ne pouvons pas faire ce mandat sans modèle. Et notre modèle, c'est qui? Jésus-Christ. Et dans ce modèle-là, nous devons d'abord nous-mêmes être transformés, régénérés. Hein? C'est quelqu'un qui n'est pas régénéré. Disons un prédicateur païen. Un prédicateur païen, lui-même n'est pas régénéré. Il va faire quoi? Il va transformer les gens? Non, il va endurcir les cœurs des gens. Pour rien. Ils n'auront pas les cœurs de Jésus. C'est ça le drame. Oui, nous sommes en train d'étendre vers la fin de cette émission. Je crois que nous serons obligés de nous retrouver encore la fois prochaine pour poursuivre ces beaux sujets sur le leadership transformationnel. Moi, j'aimerais insister sur un fait. Lorsque vous avez parlé de leadership, vous avez développé des aspects de ce leadership transformationnel. Vous avez parlé du changement, vous avez parlé de la motivation. Quand nous voulons nous adapter au contexte de la RDC, vous pensez que la motivation simple peut contribuer sans coercition, sans force? Tu veux dire un peu de dictature? Parce que nous sommes ici, quand vous mettez de la force, de la coercition, les gens acceptent même sans être motivés. Il faut quand même des choses. Les leaders suivent d'abord... les gens suivent les leaders qui incarnent une capacité aussi. Une capacité de persuasion. De persuasion, effectivement. Hein? Une capacité de dissuasion aussi. Un peu de charisme. Ça, c'est clair. Ils suivent quelqu'un qui est capable aussi de les influencer positivement. Influencer positivement, les encourager et les aider à passer dans une direction claire. Ils voient qu'il était à cette étape, il a atteint cette étape. Si nous le suivons, nous atteindrons aussi ce niveau. Mais il ne faut pas vendre aux gens les illusions. Absolument. Puisque dans notre leadership spirituel actuellement, il y a plus de vente des illusions que la réalité. Surtout à l'église.
Ouais. Et on essaie de motiver Il ne faut pas motiver les gens en leur vendant les illusions. Oui, c'est très important. Alors tout à l'heure, pourquoi j'ai parlé de cette coercition? Parce que lorsque nous regardons les exemples que nous venons de citer dans la Bible, à un certain moment, Moïse, qui est aussi parmi les leaders transformationnels, a eu du mal à pouvoir s'imposer. Et puis on a vu à un certain moment Dieu, par exemple, le soutenir en frappant carrément les opposants à Moïse. L'exemple de Corée, Abiram et leur bande, là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a punis. C'est un peu la coercition de Dieu, et dès lors, on a eu peur. Effectivement, puis si on est entre les mains de Dieu, Dieu protège aussi. Dieu protège. Vous connaissez le cas de Joseph aussi. Joseph, le fils de Jacob. Il avait une vision claire. Il était motivé. La présence de Dieu était sa self-motivation. Il était vraiment motivé par la présence de Dieu. Il savait que sans la présence de Dieu, il ne pouvait rien réussir. Son succès était lié à la présence de l'Éternel avec lui. Ce qui fait qu'en passant de la maison de son père à la maison de Potiphar, de la prison jusqu'à la maison de Pharaon, il a traversé toutes ces étapes partant de la présence de Dieu. Donc Dieu protège aussi. Alors Dieu lui-même, s'il l'accompagne, ça devient possible. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a encore des gens comme ça. Il y a des gens que c'est question d'être sûr que nous avons des gens qui sont très très sûrs de la décision qu'ils prennent pour orienter les gens dans la bonne direction. Ils ont la capacité de les dissuader. Ils ont la capacité de motiver leur conscience. De motiver la conscience des gens. Ce qui nous fait défaut aujourd'hui, nous sommes pleins des inconscients. Voilà. C'est ça. Quand on est inconscient, on devient comme un aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne discerne pas où il est, où il va, et il est dépendant d'autres personnes. Et quand on est dans cet état-là, on devient insouciant et on devient indifférent dans tout ce qui se passe. Nous devons être conscients de ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle étape? Moi, je dis, nous sommes à l'étape où le Seigneur Jésus a jeté sa lumière pour que tout ce qui était ténébreux devienne clairement vu et nous discernons clairement. Et c'est le moment de bâtir les nouvelles bases pour un nouveau Congo. C'est le moment de faire partir tout ce qui est vulgaire. C'est le moment de choisir les leaders intègres, les leaders efficaces, les leaders transformationnels, les leaders au type du genre Steve Jobs, qui peuvent motiver, stimuler, encourager les générations futures à se ressaisir et à avancer d'une manière sacrificielle. Ceux-là au moins paieront les prix pour le pays. Absolument. À l'heure actuelle, nous pouvons confirmer que le pays a besoin de ces leaders transformationnels. L'Église également a aussi besoin de ces leaders transformationnels. Parce que nous avons vu que même dans l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'utiliser le nom de Jésus, leur foi, le nom de Jésus, l'Église, pour en quelque sorte accomplir leur but. Or, en ce faisant, nous sommes en train de conduire le peuple de Dieu dans la perdition. Il faut se servir de Dieu pour remplir les buts de Dieu. C'est très important. Dans les pays également, nous avons besoin de ces leaders qui, une fois au pouvoir, ont dans leur tête, ils transcendent leurs intérêts personnels au profit de l'intérêt collectif. Voilà, nous en avons terminé aujourd'hui pour cette première partie de cette émission sur le leadership transformationnel, qui est ce leader qui a la capacité d'influer sur les autres, de les motiver, de développer leurs capacités afin qu'ils puissent participer à la réalisation de l'objectif. De les encourager. Et de les encourager également. De les conscientiser. Au changement de mentalité véritable. Absolument. Donc, les hommes nouveaux. Absolument. Est-ce que vous pouvez être ce genre de leader? C'est un défi que nous vous lançons aujourd'hui.
surtout à vous les jeunes, qui y êtes l'avenir de demain. Engagez-vous à être ce genre de leader transformationnel. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.